Alors on se retrouve pour un nouveau chapitre, le chapitre 6 sur les types et structures de données. Donc ce chapitre il va être coupé en deux vidéos, un sur les fils et les piles, et puis un second sur les arbres. Donc on a déjà manipulé un certain nombre d'objets dans Camel. Là ce qu'on va voir c'est comment est-ce qu'on peut créer des nouveaux types pour répondre à un besoin particulier. Alors je vais être assez rapide là-dessus parce qu'on a déjà vu ça durant le DM. La première partie va être assez rapide. Alors ce qu'on appelle un type produit ou un type enregistrement, donc c'est une liste d'informations qu'on appelle des rubriques ou des champs et chacune a un nom qu'on appelle des étiquettes ou des labels. Alors grâce à ça on va facilement pouvoir faire des filtrages, vous allez voir après. Donc par exemple on peut déclarer le type personne qui contient 3 rubriques. Il y a le label nom, le label prénom et le label âge. Nom et prénom sont de type string et puis âge est de type int, un nombre entier. Donc ici on déclare une personne P, son nom c'est Rotiche ou Rotique, son prénom Juliana et son âge 43 ans. D'ailleurs je ne sais pas si vous savez qui c'est. En fait c'est une informaticienne qui a beaucoup œuvré pour des logiciels open source, en particulier elle a participé, enfin celle qui a développé un logiciel de vérification d'informations, en particulier au moment de période de crise au Kenya, qui permettait en fait de vérifier la véracité de telle ou telle information. Bon donc si on veut lire, on prend la variable, donc la variable .nom va sortir le contenu du label nom de la variable en question. Alors le problème c'est si on veut modifier, si on veut lui mettre 10 ans de plus par exemple, on veut lui mettre 53 ans. Donc si on veut mettre 53 ans dans âge, c'est pas possible. En fait les champs ne sont pas mutables. Si on veut que ce soit mutable, on peut le faire, mais dans ce cas-là on va le préciser au moment de la déclaration du type. On va dire ici par exemple la variable âge c'est un entier mais mutable, ce qui va nous permettre cette fois-ci de modifier tel ou tel champ. Enfin ici du coup que l'âge, puisqu'il n'y a que l'âge qui est mutable dans la déclaration que j'ai faite. Petit exercice, je vous demande de définir le type complexe. Donc cplx, et puis dessus de faire une fonction d'impression propre, donc une fonction qui s'appellerait print complexe, et aussi définir la somme et le produit, éventuellement le quotient, sur de nombres complexes. À vous de jouer. Alors pas de difficulté pour le début de l'exercice, le type complexe c'est un couple de nombres flottants, donc une partie réelle et une partie imaginaire. Voilà une fonction d'impression, par exemple si la partie réelle n'est pas nulle, dans ce cas là je vais juste afficher la partie réelle. Donc si la partie réelle n'est pas nulle, on va déjà l'afficher. Et puis ensuite, si la partie imaginaire est strictement positive, dans ce cas-là, on va rajouter plus b fois i en fait, si le nombre complexe est la forme a plus bi. Si la partie imaginaire est négative, il n'y a pas le signe à mettre puisque le signe va déjà être contenu dans le nombre. Donc on va juste afficher la partie imaginaire et rajouter i derrière. Et si les deux font 0, dans ce cas-là, on affichera juste 0. Donc si on prend un exemple, voilà, avec le nombre za et zb, on a une fonction d'impression qui est à peu près propre. Il y a des points qui viennent un petit peu polluer l'affichage, mais on a une fonction d'impression qui est propre. Cette même fonction, on aurait pu la faire à l'aide d'un filtrage, en filtrant avec différents motifs. Donc là par exemple j'ai mis un match z with, donc vous voyez que dans le filtrage on peut mettre qu'une partie de l'information. Donc là j'ai juste fait un filtrage sur la partie imaginaire. Si la partie imaginaire est nulle, on va juste afficher la partie réelle du nombre. Si c'est la partie réelle qui est nulle, on va juste afficher la partie imaginaire et le i derrière. Sinon, on va retrouver les cas précédents. Si on a une partie réelle et une partie imaginaire, avec la partie imaginaire qui est strictement positive, dans ce cas-là, il faudra rajouter le plus dans a plus bi. Et le dernier cas, dans ce cas-là, la partie imaginaire est strictement négative, et dans ce cas-là, il n'y a pas de signe à mettre comme tout à l'heure. Donc on peut juste coller a, b et i, puisqu'il y aura déjà le moins qui va être inclus dans le b, si vous voulez. Voilà comment on peut faire un filtrage sur des enregistrements. Pour la somme, pas de difficulté, j'ai pas mis le quotient ici, mais c'est pas plus difficile. Donc on va définir la somme de deux nombres complexes. La partie réelle, c'est la somme des parties réelles, et la partie imaginaire, c'est la somme des parties imaginaires. Pour le produit, il suffit de l'écrire, de le développer, et vous avez tout de suite la partie réelle du produit et la partie imaginaire du produit. Un exemple avec mes nombres ZA et ZB tout à l'heure. Si je veux faire la somme de ZA et ZB, la partie réelle fait 0 et la partie imaginaire fait moins 1,6. Pour le produit, ça marche aussi avec évidemment toujours la restriction. Normalement, ici ce serait moins 0,2 la valeur exacte, mais avec les problèmes d'arrondi, on retrouve toujours une valeur approchée. Autre utilisation des enregistrements, ça permet en fait de redéclarer les références qu'on a déjà présentées en début d'année. Donc par exemple, je pourrais dire que une référence, c'est une valeur qui est mutable puisque le but c'est qu'elle soit modifiée. Alors pour une référence classique, on sait qu'on peut atteindre le contenu avec un point d'exclamation devant. Là, si on veut le reprogrammer, la fonction contenu de x, elle renverrait juste la valeur de x. Ça c'est pour la lecture. Et pour l'écriture, pour modifier, le contenu, pour mettre par exemple x2 égale 3, on aurait une fonction qui s'appellerait affectation, enfin affect, ma référence, la valeur que je veux mettre, et dans ce cas-là, dans x.valeur, je vais mettre
la valeur. Alors ça, a priori, ça sert pas à grand chose puisqu'on a déjà les références qui permettent de faire ça. Quand on fait de la programmation objet, c'est ce qu'on appelle des getters ou des setters. Les getters, ils permettent de prendre la valeur, on appelle ça des accesseurs en français. Et des setters, on appelle ça des modificateurs en français, qui permettent en fait de modifier des valeurs d'un objet, les attributs d'un objet. Bon là on va pas en parler plus que ça puisque OCaml c'est un langage de programmation objet, mais la programmation objet n'est pas au programme de l'option info. Bon donc un exemple, je définis une référence x qui contient la valeur 0, et donc je peux affecter à x le contenu de x plus 1. Et dans ce cas là on voit que la valeur de x est arrivée à 1, on aurait pu ici écrire contenu x et on aurait eu 1 aussi. Comme j'ai fait quelque chose de polymorphe, je peux aussi faire la même chose avec un flottant. Si au début j'initialise y ayant pour valeur 2,1, comme j'ai mis quelque chose de polymorphe, on peut mettre tout ce qu'on veut dans valeur. Donc là, un exemple avec des flottants, on obtiendrait exactement le même principe. Donc, second type de données que je vais vous présenter ici, c'est ce qu'on appelle les types énumérés, et par exemple les variants. Donc les variants sont là pour définir un certain nombre de sections possibles. Donc les sections, on les sépare par le pipe, le trait vertical du 6, et on définit un constructeur par section. Pour le constructeur, on peut mettre le nom qu'on veut. La seule condition, en fait, c'est de commencer ce nom-là par une majuscule. Alors, prenons un exemple tout de suite, qui va être beaucoup plus clair que ce que je viens d'expliquer à l'instant, je pense. Par exemple, je peux définir le type booléen, qui contient deux sections, deux états, on va dire, vrai ou faux. Donc, vrai ou faux, c'est ce qu'on appelle les constructeurs, et ils commencent par une majuscule. Du coup, je vais pouvoir faire des filtrages là-dessus. Si je veux définir le et, avec A et un nouvel objet, alors A est vrai, bah du coup ça va donner A. A est faux va donner forcément faux. Donc on a défini une fonction et qui reçoit deux booléens et qui renvoie un booléen. Donc par exemple, faux et faux, le résultat c'est faux. Petit exercice, je vous demande de créer un type pierre feuille ciseaux et puis du coup de créer une fonction dessus qui prend deux arguments, le choix du joueur 1, le choix du joueur 2 et qui renvoie un entier pour dire si c'est le joueur 1 ou le joueur 2 qui a gagné. Alors pas trop de difficultés pour cet exercice non plus. Le type, bon là je l'ai appelé Shifumi, donc il contient trois sections, pierre, feuille ou ciseaux. Et donc si je veux faire ma fonction gagne, avec deux choix C1 et C2 qui correspondent au joueur 1 et au joueur 2, bah, je vais faire un match. Alors à noter en fait qu'il n'y a pas de notion d'ordre en fait dans un type énuméré. On ne peut pas dire que pierre est plus grand que feuille, etc., etc. Il n'y a pas ni notion d'ordre ni notion de suivant. Donc là on n'a pas trop le choix, on va devoir travailler avec un filtrage et faire un filtrage exhaustif de tous les cas possibles. D'ailleurs ici j'ai pas mis le cas d'égalité. D'accord. Donc par exemple si c'est pierre contre feuille, bah dans ce cas là c'est la feuille qui va l'emporter, donc je vais renvoyer 2. Si c'est feuille contre ciseaux, c'est ciseaux qui va l'emporter. Si c'est ciseaux contre pierre, c'est pierre qui va l'emporter, donc c'est toujours le 2 qui gagne. Dans les deux autres cas, j'ai dit que c'était le 1. Bon, encore une fois, c'est parce que j'ai pas eu le courage de faire le cas d'égalité. Exemple suivant, on cherche à modéliser un jeu de cartes dans un paquet de cartes. Donc première solution, c'est d'utiliser par exemple un type qui va être la couleur. Donc je vais avoir 4 sections, pique, cœur, carreau ou trèfle. Et du coup, je vais avoir le type carte qui va avoir plusieurs types, plusieurs sections. Un as qui va être d'une certaine couleur, un roi qui va être d'une certaine couleur, une dame qui va être d'une certaine couleur, un valet d'une certaine couleur, et puis ce qu'on va appeler les petites cartes, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qui elle va comporter deux informations, la valeur et la couleur. Donc ça va être un couple valeur, couleur. Donc par exemple, je peux définir l'as de cœur, donc j'appelle le constructeur as avec la section cœur, et donc ça me donne un objet de type carte, qui est l'as de cœur. Si je veux créer une petite carte, il faut que je donne un couple, c'est ce que j'ai vu ici, un entier et la couleur. Une deuxième solution que je vous demande de faire, c'est à partir des deux types couleurs, donc pique, trèfle, cœur, carreau, et puis des hauteurs as, roi, dame, valet ou val pour valeur, qui est un de type entier, essayer de créer le type carte sous forme d'un enregistrement. Bon, alors allons-y. Donc si le type couleur est déjà défini et le type hauteur est déjà défini, bah, le type carte, ça va être un enregistrement qui va contenir deux champs. Le champ cool qui va être de type couleur et le champ haute qui va être de type hauteur. Donc pour définir une carte, par exemple, je vais dire que sa couleur c'est pique et que sa hauteur c'est une valeur qui vaut 2. Donc là je viens de définir la carte 2 de pique.
Exemple suivant, on pourrait se faire un type nombre. Alors on est toujours embêté avec les entiers et les flottants, avec OCaml, en particulier quand on vient de Python. On pourrait se créer un type nombre finalement, qui aurait deux états possibles, qui serait soit un entier, donc on donnerait un entier, soit un réel, qui serait de type flottant. Alors je voudrais du coup sur ce type d'objet nombre, créer la somme de deux nombres. Alors encore une fois, on va devoir faire un filtrage sur la somme des deux nombres. Donc les deux nombres, ils peuvent être de type entier, donc c'est soit un entier A et un entier B que je veux ajouter. Dans ce cas-là, un entier plus un entier va donner un entier, il suffira de mettre qui aura pour valeur, si vous voulez, A plus B. Si c'est un entier plus un nombre réel, donc plus un nombre flottant, je vais pouvoir les ajouter, je vais obtenir un nombre flottant, donc ce qu'on a appelé moi nombre réel. Si je veux ajouter A et B, évidemment, comme j'ai un entier et un flottant, il va falloir que je mette tous les deux en flottant. Donc je vais mettre en flottant le nombre A, et je vais l'ajouter avec le nombre B, et donc je vais renvoyer le nombre réel. Si c'est un réel, un entier, même principe. Si c'est deux réels, il n'y a pas de conversion à faire, ça va être un nombre réel qui contient A plus B. Quand je compile, j'ai bien une fonction somme qui reçoit deux nombres et qui renvoie un nombre. Alors regardons ce qui se passe sur un exemple. Par exemple, je vais définir trois nombres, A, B, C. Le nombre A, c'est un entier qui vaut 4. Le nombre B, c'est un réel qui vaut 2,3. Le nombre C, c'est un entier qui vaut 1. Donc j'ai bien défini trois valeurs. Quand je fais la somme de A et B, j'obtiens le réel 6,3. Quand je fais la somme de B et B, j'obtiens le réel 4,6. Quand je fais la somme de A et C sont déjà des entiers, donc j'obtiens bien l'entier qui vaut 5. Alors à noter qu'en fait en Python, ça marche exactement pareil. Si je définis les nombres en Python ABC les mêmes qu'ici, quand je fais A plus B, j'obtiens bien un nombre flottant. Quand je fais B plus B, j'obtiens bien un nombre flottant. Quand je fais A plus C, c'est deux nombres entiers, donc ça reste bien un nombre entier. Quand je fais 2,3 plus 1,7, ce sont deux nombres flottants. Et même si le résultat, c'est un nombre entier, pour Python, ça reste un nombre flottant. J'ai ajouté deux flottants, ça reste un flottant, exactement comme la définition qu'on a donnée ici. La seule différence, si vous voulez, c'est que dans Python, ces changements de type ont déjà été programmés, et quand il rencontre un plus, si c'est deux entiers, il va renvoyer un entier. Si c'est un entier et un flottant, il va renvoyer un flottant. Si c'est deux flottants, il renvoie un flottant. Mais c'est exactement la même chose qui se passe du côté de la machine. Alors on peut s'intéresser aux variants récursifs, donc c'est un nouveau type de données. Donc, par exemple, je veux redéfinir ce que c'est qu'une liste d'entiers, je pourrais dire quoi? Une liste d'entiers, il y a deux états possibles. Soit c'est un objet qui est vide, soit c'est un élément. Et un élément, c'est quoi? C'est un entier et une liste d'entiers. Donc du coup, la liste L1, c'est la liste vide. La liste L2, c'est une liste qui contient un élément et un pointeur qui pointe sur la liste vide. La liste L3, c'est un élément qui pointe sur la liste L2. Et donc en fait, l'objet L3, on vient de redéfinir la liste d'entiers 5, 2, comme on fait beaucoup plus facilement avec les commandes classiques qu'on a déjà rencontrées dans les chapitres précédents. Alors petit exercice, sur le type liste ent qu'on vient de fabriquer, est-ce que vous pourriez reprogrammer la fonction tête, queue et longueur? Ça va se passer finalement comme avec les listes classiques. La fonction tête, elle va recevoir un argument sur lequel je vais faire un filtrage. Soit on veut la tête de la liste vide, et dans ce cas-là, il faudra déclencher une erreur. Soit on a un objet du type élément avec une valeur et une liste derrière. Là, j'ai pas mis de nom parce que je n'ai pas besoin. Et dans ce cas-là, je vais renvoyer la valeur. Donc là, je viens de reprogrammer la fonction HD, par exemple, head, sur les listes. Pour la queue, c'est exactement le même principe. Si la liste est vide, on déclenche une erreur. Si c'est un élément du type quelque chose et derrière une liste, on va renvoyer la liste qui contient en fait la queue de la liste de départ. Pour avoir la longueur, on va faire aussi quelque chose de récursif. Si la liste est vide, la longueur c'est 0. Sinon, si c'est un élément de type quelque chose et une liste en queue, on va faire 1 plus la longueur de la queue. Alors une autre alternative, c'est d'utiliser un constructeur infixe comme on avait fait sur le DM pour ajouter des fractions, si vous vous souvenez. Et donc au moment où je crée l'objet élément, je vais mettre entre parenthèses, là je l'ai appelé 4 points exactement comme quand on le fait avec des listes. Donc je vais redéfinir l'opérateur 4 points, ou le constructeur 4 points. Et donc je peux du coup faire L1 est vide, L2 c'est, au lieu de mettre élément 2, vide, je peux mettre 2, 4 points, vide. Ou 5, 4 points, L2, ça va faire exactement la même chose que tout à l'heure avec élément, sauf que là on a un constructeur infixe, et donc qui se met entre l'élément et la liste de queue. Enfin, dernière remarque pour cette partie-là, on aurait pu très bien créer, au lieu de créer une liste d'entiers, on aurait pu créer une liste polymorphe. Et dans ce cas-là, on aurait une liste avec un apostrophe A, et j'aurais dit que l'élément, c'était un couple du type apostrophe A, et ensuite une liste de type
avec des objets de type apostrophe A. Donc du coup ça veut dire quoi? Si je crée une liste vide, pour l'instant il ne sait pas ce que c'est comme type. Dès que je vais créer une liste qui contient un objet, donc ici un entier, il comprend que c'est une liste d'entiers. Si je mets une chaîne dedans, il comprend que c'est une liste de chaînes. Encore une fois, on ne pourra pas pour autant changer le type en cours de route. On ne peut pas mettre un nombre et une chaîne dans une liste, à moins de refabriquer un nouveau type d'objet si vous voulez. Pour finir cette première vidéo, donc je vais vous présenter deux structures de données qui sont très utilisées en informatique. Qu'est-ce que c'est qu'une structure de données? C'est une collection d'objets qui ont des propriétés identiques et surtout qui sont indépendantes de toute représentation informatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va parler de piles et de fils là dans l'exemple qui va suivre. La présentation elle va être de manière tout à fait générale. Après comment c'est implémenté en OCaml, en Python, en C ou en Java, à la rigueur, c'est totalement indépendant du principe d'une pile et d'une file. D'accord? Donc là je vais vous présenter ce que c'est le concept de pile et de fil au sens informatique, et après on verra, et principalement en TD, comment on les manipule en OCaml. Alors sur une structure de données, il y a un ensemble de fonctions qu'on peut appliquer. Par exemple pour une liste, on peut appliquer la fonction tête, queue et vide, par exemple. Ce sont des fonctions qu'on peut appliquer sur la liste. L'ensemble de toutes les fonctions, on appelle ça la signature de la structure de données. Alors commençons par les piles. Une pile, on dit stack en anglais, on peut assimiler ça à une liste qui ne permet en fait de faire que des insertions et des suppressions à une seule extrémité qu'on appelle le sommet, top de la pile. Sur les piles, on peut faire deux actions. On peut empiler, on appelle ça push en anglais. Empiler un objet, ça veut dire le mettre sur le sommet de la pile. On peut aussi dépiler ou désempiler un objet, on appelle ça pop. Et désempiler un objet ou dépiler un objet, c'est le supprimer du sommet de la pile. La convention est en fait que quand on le supprime, il est renvoyé à ce moment-là, et ce qui permet de récupérer ce qu'il y a au sommet de la pile. En gros, il faut penser que quand vous lisez ce qu'il y a au sommet de la pile, vous le détruisez à ce moment-là en fait. Alors une pile, on peut vraiment voir ça comme une pile d'assiettes. C'est-à-dire que si j'ai des assiettes, je pose une première assiette sur la pile qui est vide au début, je pose une deuxième assiette, je pose une troisième assiette, je pose une quatrième assiette au sommet de ma pile. Quand je vais reprendre les assiettes, c'est la dernière assiette qui a été posée qui va ressortir en premier. D'accord? C'est ce qui est au sommet de la pile qui va ressortir. Ce qui pourrait se traduire par le dernier qui est entré va être le premier à sortir. Donc on appelle ça le principe LIFO, last in, first out. D'accord? Le dernier entré et le premier à sortir. Bon, par exemple, où est-ce qu'on a l'usage d'une pile? Très simplement, c'est dans l'historique des pages internet. Vous allez sur une première page internet, votre page de départ. Vous allez cliquer sur un lien, vous arrivez sur une deuxième page. Vous allez cliquer sur un autre lien, vous arrivez sur une troisième page, etc. etc. Et quand vous faites précédent, il va vous ramener sur la page 3, puis sur la page 2, puis sur la page 1. Et après, vous ne pourrez plus faire marche arrière parce que vous aurez vidé la pile de l'historique. Donc il n'y aura plus de page avant. Donc, voilà l'illustration avec la pile d'assiettes, si vous voulez. Donc quand j'empile le vert, puis le rouge, puis le jaune, quand je vais faire pop, donc quand je vais dépiler, c'est d'abord le jaune qui va sortir, puis le rouge, puis le vert. Alors si on veut programmer ça en OCaml, la première solution c'est d'utiliser une liste, parce que le principe d'une liste c'est exactement ça. On n'a accès qu'à la tête, d'accord, et je peux supprimer la tête pour obtenir la queue, et donc ça va dépiler en fait l'objet qui est en tête. On a aussi un module qui permet de faire ça, c'est le module stack, sur lequel on a trois fonctions principalement, on a d'autres évidemment. La première c'est create, qui va permettre de créer une pile vide. Donc là je vais de 1 à 5 et j'empile 1, 2, 3, 4, 5. Avec la fonction push que j'ai présenté tout à l'heure. Et ensuite avec pop, je vais pouvoir dépiler, donc récupérer ce qu'il y a sur la tête. Et évidemment, ça va ressortir dans l'ordre inverse, 5, 4, 3, 2, 1. Si je lui demande que vaut P, il va me dire que c'est une pile d'entier. Si je lui demande de refaire un pop, vu qu'on a déjà tout retiré, je vais avoir une exception qui va être déclenchée, puisque la pile est vide. Une autre fonction justement qui permet de contrer ce problème-là, quand on ne sait pas à l'avance le nombre d'éléments, c'est d'utiliser la fonction isEmpty, qui renvoie un booléen pour dire en fait si la pile donnée est vide ou non.
On peut aussi faire appel à la fonction length de la pile qui donne en fait le nombre d'éléments sur la pile. Alors à noter, petite particularité, c'est que la complexité de cette fonction-là, elle est en O de 1, donc elle est en temps constant, contrairement à la longueur d'une liste où il faut parcourir la liste jusqu'au bout. Donc là, il y a une valeur en mémoire qui contient directement le nombre d'éléments, et quand on fait un push, quand on ajoute quelque chose, bah, le compteur va augmenter de 1, quand on fait un pop, le compteur, on lui retire 1, ce qui permet du coup de connaître à tout instant la taille de la pile. Deuxième structure de données, la file. Donc là, cette fois-ci, c'est le principe FIFO qui est implémenté. Je vous first in, first out, on va l'illustrer après. La file, elle possède une tête et une queue. On peut donc enfiler un objet, on appelle ça add ou parfois on dit aussi push. Donc on met quelque chose dans la file d'attente. Et on peut défiler, donc c'est take ou aussi pop, qui permet en fait de prendre l'objet qui est en tête de file. Donc si on veut illustrer ça, tout à l'heure on avait la pile comme la pile d'assiette, là on a la file comme la file d'attente à une caisse par exemple. Donc le premier qui arrive se met dans la file d'attente, le deuxième se met dans la file d'attente, etc., etc., etc. Et donc le premier qui va être servi, c'est le premier qui est rentré. D'accord? Donc on appelle ça le principe FIFO. First in, le premier qui rentre, first out, et le premier qui va sortir. Typiquement, en informatique, quand est-ce qu'on utilise une file? Par exemple, quand on veut imprimer un document. Quand on a l'imprimante qui est en réseau, on a la personne 1 qui demande à imprimer, la personne 2 qui demande ensuite à imprimer, la personne 3 qui demande à imprimer, alors à moins qu'il y ait des ordres de priorité, mais sinon, si tout le monde a les mêmes priorités, l'imprimante elle va traiter dans l'ordre la première demande qui est arrivée, elle va mettre en attente dans la file la suite, la deuxième, la troisième demande, jusqu'à vider sa file d'attente. Bon, petite figure pour illustrer, c'est ce que je viens de dire. Si je fais rentrer, j'enfile le vert, puis le rouge, puis le jaune. Quand je fais le take, cette fois-ci, c'est le vert qui sort en premier, puis le rouge, puis le jaune. Alors on verra évidemment que selon le problème qu'on a à résoudre, c'est plus intelligent d'utiliser une pile ou une file pour répondre à la question. Ça, c'est ce qu'on verra en TD juste après. Donc en OCaml, comment est-ce qu'on gère ça? On a un module queue qui possède en particulier trois fonctions. Create pour créer la file vide, push qui permet de mettre un objet en attente à la queue de la file, et pop qui permet de prendre ce qu'il y a en tête de file et de supprimer cet objet-là de la tête de la file. Ça marche exactement pareil que l'autre module, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et donc je vous invite à faire le TD à partir de maintenant.